Adeptes de la grande toile, bonjour. Vous devez très certainement savoir que dans quelques jours va débarquer en salle le remake live d'un grand classique animé des studios Disney, le deuxième réalisé par Jon Favreau après le Livre de la Jungle, et le troisième à sortir cette année après Dumbo et Aladdin. Même si à titre personnel, j'ai du mal à comprendre l'intérêt artistique de ce Roi Lion bis, qui n'est même pas vraiment un remake live comme ses prédécesseurs, puisque tout le film est en images de synthèse, il ne fait aucun doute pour moi que ce remake va faire un carton atomique et rejoindre en quelques jours le club des milliardaires de plus en plus dominé par les productions Disney. Le Roi Lion en effet est considéré par beaucoup de rejetons des années 80 et 90 comme leur Disney préféré, et l'envie de revivre l'expérience sous une forme légèrement différente peut être sacrément tentante. Mais à travers le Roi Lion, c'est une autre histoire qui va nous intéresser aujourd'hui. Une histoire de pouvoir, de trahison, d'ascension et de chute vertigineuse. Une histoire qui s'inscrit dans le fameux cycle de la vie cher à Mufasa et qui ressemble étrangement à celle que nous raconte le Roi Lion. En effet, le film arrive pile poil au milieu des années où Michael Eisner était le PDG de Disney, et il illustre à merveille et même parfois prophétise tout ce qui s'est tramé au sein du studio Disney pendant cette période clé de son histoire, le meilleur comme le pire. We hope you come back and see us real soon. Whoa, whoa. What is now going on in the studio? Mais avant de commencer, sachez que cet épisode est réalisé en collaboration avec Guillaume Lavigne, aka Gyros de la chaîne YouTube éponyme, et Mathieu Ruard, aka Nobody Smith du site Courte Focale. Bien, maintenant que les présentations sont faites, asseyez-vous confortablement parce que ça ne va pas être un petit épisode. Le Roi Lion fête cette année ses 25 ans. Jusqu'à la sortie du Monde de Nemo en 2003, il est resté le plus gros succès animé de l'histoire du studio Disney et plus généralement du cinéma. De ce fait, il est considéré comme l'apogée de ce qu'on a appelé dans les années 90 la Disney Renaissance. C'est ce que raconte le documentaire Waking Sleeping Beauty, réalisé par Don Hahn, pilier du département animation et producteur de La Belle et la Bête et du Roi Lion. Bien que ce documentaire date de 2009, il préfère s'arrêter sur le triomphe du Roi Lion et évacuer de façon un peu opportune la suite nettement moins glorieuse. Qui dit Renaissance dit forcément Moyen-Âge. Mais cette période obscure, elle a commencé quand chez Disney ? Beaucoup considèrent Le Livre de la Jungle, dernier film supervisé par Walt Disney en personne, comme le dernier chef-d'œuvre animé du studio. Mais pour d'autres, il faut remonter à la fin des années 50. À cette époque, Disney se détourne sensiblement de l'animation pour d'autres projets. Les films en prise de vue réelle, la télévision, le parc Disneyland et son grand projet de ville futuriste, Epcot. En 1959, La Belle au bois dormant, dont la production a duré 6 ans et a coûté la somme record de 6 millions de dollars, est un échec cuisant. Le film suivant, Les 101 Dalmatiens, rompt avec cette tradition de conte de fées pour raconter une histoire moderne où les animaux ont la part belle. Il marque aussi la première utilisation de la xérographie, un procédé d'impression sur cello qui se substitue entièrement à l'ancrage à la main. Si la Xerox fait gagner un temps et un fric fou au studio, elle confère au film des années 60 et 70, ceux réalisés par Wolfgang Gretermann, un aspect brut et brouillon, loin de la délicatesse des productions de l'âge d'or. Elle donne aussi le coup d'envoi d'une forme d'automatisation qui va montrer toutes ses limites en 1973 dans Robin des Bois, où plusieurs chorégraphies reproduisent à l'identique des passages de Blanche-Neige, des Aristochats ou encore du Livre de la Jungle. À l'aube des années 80, les mythiques Nine Old Men ont cédé leur place à une nouvelle génération d'animateurs pour la plupart formés à CalArts, l'école d'art créée par Disney. Une bande de joyeux chevelus débordant d'énergie créative, mais qui se sentent bridés par l'immobilisme du studio. Look at that, Peter Pan. Oh, looks up and... Oh. It's better than the magic we're making today, but we can't help that. À ce moment-là, le studio est dans une très mauvaise passe. Tous les dirigeants qui se succèdent souffrent du syndrome « qu'est-ce que Walt aurait fait ?» et font systématiquement barrage à toutes les tentatives d'apporter un peu d'air frais à la société, aux grandes dames de Roy E. Disney, le neveu de Walt. The argument that says some dead guy is trying to run your operation. En 1984, Ron Miller, directeur général de Walt Disney Productions et accessoirement gendre du fondateur de la société, parvient péniblement à obtenir le droit de créer une filiale adulte qu'il baptise Touchstones Pictures. La première production, Splash, est un vrai succès, mais n'empêche pas Disney de continuer à se trimballer une image de studio ringard, moribond et mal géré, ce qui en fait une proie idéale pour les prédateurs financiers. 3 semaines après la sortie de Splash, le raider Saul Steinberg menace ainsi de s'emparer de la société et de revendre par la suite ses différentes composantes. Pour éviter ce scénario cauchemardesque, Disney est donc obligé de lui racheter ses parts bien au-delà du prix normal. S'il y a bien quelqu'un qui ne tient pas à voir la société dispersée aux 4 vents,
c'est bien Roy Edward Disney, le fils et le neveu des deux cofondateurs de la Walt Disney Company. Bien qu'il ait renoncé en 1977 à tout rôle créatif dans la société, Roy Jr. a continué de siéger au conseil d'administration où les autres administrateurs ne le prenaient guère au sérieux. People always talked about Roy as the idiot nephew. That was his nickname. Nothing could be really further from the truth. He was smart, unassuming, and powerful. Roy Disney réussit un joli coup en démissionnant avec fracas du directoire en compagnie de son avocat et partenaire en affaires Stanley Gold le jour même de la sortie de Splash. Face à la menace d'OPA, il est rappelé et est nommé vice-président. Le neveu idiot a ramené avec lui deux alliés au sein du conseil. Ensemble, ils exigent une analyse de la direction qui aboutit à l'éviction du PDG Raymond Watson nommé un an plus tôt et de son cousin par alliance Ron Miller. Du coup, il faut un nouveau PDG. Le premier candidat auquel Roy Disney et Stanley Gold pensent, c'est Frank Wells, vice-PDG de Warner Bros, qu'il porte en très haute estime. C'est lui en effet qui a présenté les deux hommes l'un à l'autre à l'époque où il était l'avocat de Roy Jr. Wells est bien sûr partant, mais conscient que Disney a surtout besoin d'un renouveau créatif, il propose de partager le poste avec quelqu'un dont c'est véritablement le point fort, Michael Eisner. Celui-ci est président de Paramount Pictures sous les ordres du directeur Barry Diller avec qui il entretient des relations compliquées. Le studio à la montagne enchaîne alors les succès, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Eisner est au centre de nombreux articles élogieux dans Newsweek, le Wall Street Journal, Business Week ou le magazine New York. Ironiquement, Eisner avait été contacté peu de temps auparavant par Ron Miller pour diriger Touchstone Pictures et avait décliné l'offre car il visait de plus hautes responsabilités, président-directeur exécutif par exemple. Lors de son second entretien, il prend bien soin de ne pas mentionner le fait qu'il n'y connaît strictement rien au film d'animation Disney. Au lieu de ça, il vante les mérites d'une gestion créative de la société, débarrassée de l'ombre écrasante de son fondateur. I don't think Disney is like the Constitution. I don't think we have to preserve it and put it in glass. I think it's a growing, and if it's not growing, it's going to die. Cette vision a tout pour plaire à Roy E. Disney, de même que l'idée d'une direction bicéphale, comme à la glorieuse époque de la création du studio Disney par les frères Walt et Roy Disney. Ceux-ci occupaient chacun un rôle précis, en gros l'artiste et le comptable. On retrouve la même complémentarité dans le tandem Wells-Eisner. De formation littéraire, Eisner se vante régulièrement de pouvoir juger les qualités d'un script dès le premier coup d'œil. Il a aussi la réputation d'être irrévérencieux et impulsif. Wells, au contraire, est quelqu'un de posé, à l'esprit pratique et analytique. Au premier vont donc revenir les décisions créatives, et au second, les opérations financières et administratives plus terre à terre. Malheureusement, cette idée d'une direction à deux têtes ne passe pas auprès de certains membres du conseil. Contre toute attente dans ce milieu de requins, Wells accepte de bon cœur d'être rétrogradé au poste de président-directeur exécutif, soit le numéro 2 de Disney. Le 22 septembre 1984, Michael Eisner est donc nommé PDG de Walt Disney Productions. Bien qu'il ait trouvé un solide binôme dans la personne de Wells, Eisner ne peut pas s'empêcher d'appeler à ses côtés celui que l'on a surnommé son Golden Retriever, Jeffrey Katzenberg. Les deux hommes se sont rencontrés en 1975 quand Katzenberg a été nommé comme assistant de Barry Diller, le big boss de la Paramount. Eisner a été très vite impressionné par l'énergie et les capacités de travail phénoménales du jeune homme, qui n'avait d'égal que son ambition. Il le considère même comme un mini-moi. Tous deux ont grandi dans un appartement luxueux de Park Avenue, dans les quartiers huppés de Manhattan. Mais Katzenberg vient d'une famille moins riche que la sienne et n'a pas son éducation, ce qui n'est pas pour déplaire à Eisner. Loyal au possible, Katzenberg accepte sans hésiter la proposition de son ancien patron et commence déjà à plancher sur la nouvelle stratégie de Disney alors qu'il est encore en poste à la Paramount, à grands coups de réunions secrètes avec Eisner et Wells le week-end. Les premières décisions du trio pour redresser la société consistent à réduire drastiquement les coûts. Ainsi, plus de 1000 salariés sont licenciés la première année de l'ère Eisner. Tout ce qui n'est pas susceptible de rapporter de l'argent à très court terme est jeté à la poubelle. Ainsi, quand un cadre propose d'investir dans une petite société répondant au doux nom de Pixar Advanced Computer Graphics, la direction refuse tout net, et Frank Wells propose même de fermer ce qui est à l'origine même de la renommée du groupe Disney, son département animation. I'm surrounded by idiots. Nous sommes en 1985, et le film dans les tuyaux est une tentative osée de dark fantasy pour les mioches, Taram et le chaudron magique. À peine arrivé, Katzenberg s'empresse de remonter le film en cours de finalisation pour, dit-il, sauver le massacre. Le producteur Joe Hale piquera une grosse colère et obtiendra gain de cause, mais à sa sortie, le film se plante complètement, récoltant tout juste 21 millions de dollars alors qu'il en a coûté 44. Comble de l'humiliation, il est battu par le film Les Bisounours, produit lui pour 2 malheureux millions de dollars. Joe Hale est viré, ainsi qu'une bonne partie de l'équipe technique, et le projet suivant, Mistress Masham, est purement et simplement abandonné.
À ce moment, le seul homme fort du studio à croire encore en l'avenir de l'animation est Roy E. Disney, qui a demandé à être placé à la tête du département. Il organise une réunion entre les animateurs et le tandem Eisner-Katzenberg pour décider quelle sera la prochaine production Disney. C'est là que seront pitchés pour la première fois 3 futurs films d'animation, Oliver et compagnie, La Petite Sirène et La Planète au Trésor. Mais l'idée qui emporte le morceau est une adaptation souricière des aventures de Sherlock Holmes. Les 2 réalisateurs, John Musker et Ron Clements, qui livreront plus tard La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, La Princesse et la Grenouille ou encore Vaiana, demandent 2 ans de préparation. Eisner leur en accorde moitié moins. Histoire de bien faire comprendre aux animateurs qu'ils sont loin d'être sa priorité, Eisner les force à quitter le bâtiment qu'ils occupaient au cœur du studio, là où était situé le bureau de Walt Disney en personne, pour le remplir de costards-cravates. La troupe, quelque peu déconfite, emménage donc dans un entrepôt presque dépourvu de fenêtres à Glendale. So Ed, what are you doing nowadays? I'm just emotionally under my desk. Cette décision, vécue unilatéralement comme une sanction injuste, et l'aspect open space avant l'heure du nouveau lieu de travail, renforcera néanmoins l'esprit de collaboration des animateurs, ainsi que la circulation des idées. Quelques années plus tard, l'entrepôt de Glendale servira même de structure modèle au bâtiment de Pixar à Emeryville. Autre exemple de team building involontaire la même année. Eisner flanque dans les pattes de Roy E. Disney un vice-président qu'il espère pouvoir contrôler à distance, Peter Schneider. Venu du monde du théâtre, ce dernier s'empresse d'engager d'anciens collaborateurs, dont un certain Thomas Schumacher, qui jouera un rôle de premier plan dans la production du Roi Lion. Il prend un très mauvais départ avec les animateurs qui s'amusent à multiplier dans son dos les caricatures peu flatteuses. Mais un peu comme Katzenberg, Peter Schneider prend très à cœur son rôle à tout faire et s'ingénie à réveiller la Belle au bois dormant. Great. This crew is the best crew. It's fabulous. That wasn't very sincere, was it? Basil Détective Privé sort dans les salles américaines pendant l'été 1986 sans quasiment aucune campagne publicitaire et s'en tire au final un poil mieux que Taram et le chaudron magique. Les chiffres cependant sont loin d'être formidables et le film se fait battre à plat de couture par Fievel et le Nouveau Monde, fruit de l'association d'un ancien de Disney, Don Bluth et de Steven Spielberg. Fievel et le Nouveau Monde devient même le plus grand succès animé de l'histoire hors Disney. Malgré cette nouvelle concurrence, Jeffrey Katzenberg a rejoint la vie de Roy E. Disney et pense désormais que l'animation a le potentiel pour redevenir le cœur et l'âme du studio aux grandes oreilles. Pour cela, il décide de s'investir de plus en plus dans le département, qui devient cette année-là une filiale à part entière détachée de la Walt Disney Company, Walt Disney Future Animation. Katzenberg impose désormais 2 réunions par semaine calées sur ses propres habitudes, donc parfois le dimanche à 7h du mat'. Les animateurs ont des rapports assez bizarres avec lui. Ils le respectent pour son flair et son investissement, mais lui aussi a droit à son lot de caricatures à tendance sexuelle et scatologique. Son mot d'ordre, plus grand, meilleur, plus rapide et moins coûteux, est régulièrement moqué pour son manque de réalisme. Pour le film suivant, Oliver et compagnie, une relecture d'Oliver Twist avec des chats et des chiens, Katzenberg fait appel à plusieurs noms connus de la scène de l'époque pour qu'ils composent chacun une chanson. Son meilleur ami, le producteur de disques David Geffen, lui suggère d'ajouter à la liste Howard Ashman pour la chanson d'ouverture Il était une fois à New York City. Parolier de son état, Ashman avait signé le gros succès off-Broadway La Petite Boutique des Horreurs. Et figurez-vous que le directeur de la troupe n'était autre que Peter Schneider. Le film sort en salle le même jour que Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, nouvelle collaboration Bluth-Spielberg, et cette fois c'est lui qui emporte le morceau. Spielberg se console rapidement en produisant cette année-là pour le compte de Disney, le giga carton Qui veut la peau de Roger Rabbit. Pour ce film à l'ambition visuelle démesurée, le réalisateur Robert Zemeckis exige que la partie animation soit confiée à celui qu'il considère comme le meilleur de la profession, le Canadien Richard Williams, ce qui implique de délocaliser une grosse partie de la production dans son studio à Londres. Katzenberg donne son consentement, ce qui est vu par les animateurs de Disney exilés à Glendale comme une nouvelle preuve du manque de confiance. It was a real stomach punch for the guys back in Burbank. But the truth was, nobody really thought much of Disney Animation back then. Ils auront quand même le droit d'animer 10 petites minutes du film en raison de la monstrueuse charge de travail. Mais suite à la réussite éblouissante de Roger Rabbit, de nombreux éléments du studio londonien de Williams intègrent l'entrepôt de Glendale. Entre 1985 et 1990, le département animation est passé de 150 à 550 artistes. 1988 est donc une excellente année pour Disney. Le rapport d'exploitation a triplé depuis l'arrivée de la nouvelle direction en 1984, chiffre dû en partie au marché de la vidéo. En 1985, Pinocchio est le premier grand classique à sortir à la vente en VHS. Jusque-là, Disney préférait miser sur une ressortie en salle tous les 7 ans pour attirer une nouvelle génération de marmots. Le record de vente de cet éclaireur les convainc rapidement d'élargir le catalogue,
et ce sont des centaines de millions qui débarquent d'un coup dans le tiroir caisse de la société. Devenu le cadre le mieux payé d'Amérique, avec un revenu total de 40 millions de dollars en 1988, Eisner se laisse à son tour convaincre qu'animation peut rimer avec pognon. Et le voilà qui réclame maintenant un dessin animé tous les 18 mois, voire tous les ans. Bien que le pitch ait été retoqué en 1985 par Eisner, John Musker et Ron Clements ont continué à développer La Petite Sirène, encouragés en ce sens par Roy Disney et Katzenberg. Le projet est plus risqué qu'il en a l'air. Il s'agit en effet du premier film de princesse adapté d'un conte européen depuis l'échec de La Belle au bois dormant 30 ans plus tôt. Après la bonne expérience sur Oliver et compagnie, Peter Schneider rappelle son pote le parolier Howard Ashman qui quitte New York pour Los Angeles, non sans emmener dans ses bagages son partenaire de composition de la petite boutique des horreurs, Alan Menken. Au final, le film dépasse largement les chiffres d'Oliver et compagnie et remporte 2 Oscars pour la musique et les chansons. Les produits dérivés s'écoulent comme des petits pains. Bref, La Petite Sirène est le vrai point de départ de la Disney Renaissance. Même si sa production a connu quelques rebondissements, La Belle et la Bête, sous sa forme finale, reprend à peu près tous les éléments clés qui ont participé au succès de La Petite Sirène. Principale innovation, la large utilisation du programme CAPS, ou Computer Animation Post-Production System, développé par Pixar et inauguré peu de temps auparavant sur Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ce système permet notamment de réaliser de larges mouvements de caméra impossibles jusque-là en animation. Mariage parfait entre tradition et modernité, La Belle et la Bête fait un tabac lors de son avant-première au Festival du film de New York, avec pourtant une version du film inachevée. Michael Eisner profite de l'occasion pour faire une annonce surprise. Comme preuve de sa confiance désormais totale en l'avenir de l'animation, il a ordonné la construction d'un studio flambant neuf à Burbank. C'est la fin de l'exil des animateurs à Glendale. Le film récolte 145 millions de dollars au box-office et 2 Oscars, en plus d'une nomination comme meilleur film, une grande première pour un dessin animé. La VHS, elle, s'écoule à 22 millions d'exemplaires. Grisé par le succès, Katzenberg propose à Eisner de faire de La Belle et la Bête une comédie musicale pour Broadway. Et devinez quoi, c'est un carton. L'irrésistible ascension se poursuit en 1992 avec la sortie d'Aladin. Le film est le premier à faire appel à une authentique star pour doubler un personnage, mais aussi le premier à dépasser la barre des 200 millions de dollars au box-office américain. Un record qui sera largement battu 18 mois plus tard par le film qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Hakuna Matata, bitches! Quand Le Roi Lion sort aux États-Unis en 1994, la Disney Renaissance est donc bien entamée et semble bénéficier d'une montée en puissance irrésistible. It was an extraordinary heady period of time. We could do no wrong. Everything we touched turned to gold. Every movie was bigger than the last movie. En apparence, Le Roi Lion respecte parfaitement la formule magique qui a déjà fait le succès de La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladin. C'est de nouveau une comédie musicale de type Broadway. Tim Rice, le parolier qui avait remplacé Howard Ashman sur Aladin suite à son décès, remplit au même poste et fait appel à Elton John pour l'aider à composer les chansons. Le Roi Lion ne se prive pas aussi de recourir à l'animation assistée par ordinateur, notamment pour la fameuse charge des gnous. Une scène qui impressionna tellement le public de l'époque que Disney en proposera une variante 4 ans plus tard dans Mulan. Le Roi Lion marque quand même sa différence avec ses prédécesseurs, puisqu'il ne s'agit pas cette fois de l'adaptation d'un conte archi connu mais d'une histoire originale. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est un décalque complet du Roi Léo de Tezuka, de Bambi et de Hamlet. Et bah oui, c'est vrai. En termes d'inspiration, on pourrait aussi ajouter d'autres pièces de Shakespeare, le mythe d'Osiris, la parabole biblique du fils prodigue, ou encore la légende du roi africain Sundiata Keita. En attendant, le fait est qu'au départ, Le Roi Lion se veut une histoire originale, et on la doit à nul autre que Jeffrey Katzenberg. L'idée est évoquée pour la première fois devant Roy E. Disney et Peter Schneider pendant la tournée promo européenne de Oliver et compagnie au cours de l'été 1988. Voilà comment Katzenberg la résume dans le documentaire Waking Sleeping Beauty. It was really about that moment in each of our lives in which we sort of have to grow up and take responsibility. We have to take our place in the circle of life. Katzenberg envisage dès le début de situer ce récit d'apprentissage à vocation universelle en Afrique. À la fois parce qu'il est fasciné par le continent depuis ses 21 ans, quand il avait travaillé sur un film se déroulant au Kenya, mais aussi parce qu'il s'agit du berceau de l'humanité. Pour autant, Katzenberg n'a pas l'intention de mettre en scène des personnages humains. À l'écran, il n'y aura donc que des animaux représentés de façon réaliste et non caricaturale, comme ça pouvait être le cas dans Robin des Bois ou la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Reste qu'à l'énoncé de ce pitch, les collaborateurs de Katzenberg sont moyennement convaincus par cette histoire de casting entièrement animal. D'un côté, il y a une réelle opportunité de marquer les esprits, mais ce concept jusqu'au boutiste présente une part de risque.
Jusqu'à présent, il n'a été expérimenté qu'une seule fois par Disney avec Bambi en 1942. Et encore, des chasseurs hors champ intervenaient à un moment clé du film. Dans tous les autres cas, les animaux sont clairement des ersatz d'humains bipèdes et habillés. L'identification sera-t-elle possible sans référent humain? Katzenberg partage entièrement ce point de vue. À ses yeux, le public a des chances de trouver le film trop expérimental et il estime les recettes du film à 50 millions de dollars maximum. Très loin des chiffres attendus en pleine Disney Renaissance. Le film en revanche qui a le potentiel pour casser la baraque, c'est Pocahontas. Il croit à mort à ce Roméo et Juliette chez les Indiens, qui est un projet largement préféré chez les animateurs aussi. Pretty much everybody at the studio decided they didn't want to work on Lion King. Everybody decided that they'd rather work on Pocahontas, and then we literally had to beg and scrape. Would you please animate on our movie? Yeah. Le roi de la jungle. Oui, alors, bon, ça c'est le titre de travail du film, jusqu'à ce que les mecs de Disney se rendent compte que les lions vivent en fait dans la savane. Le roi de la jungle donc est mis en développement avec des artistes débutants ou des dingos des animaux comme Andreas Deja, l'animateur de Jafar dans Aladdin, qui va se charger de Scar. La supervision du projet est confiée à Thomas Schumacher, producteur de Bernard et Bianca au pays des kangourous, joli film mais échec commercial à sa sortie en novembre 1990. Pour la réalisation, ce sont George Scribner qui a signé Oliver et compagnie et Roger Allers dont ce sera le premier film qui sont choisis. À l'image de son personnage principal, Le Roi Lion est un film qui s'est longtemps cherché. Le script est passé par plusieurs versions et impliquait un certain nombre de scénaristes dont la plupart ne sont pas crédités au générique. George Scribner tient absolument à partir vers une direction naturaliste et quasi documentaire. Mais quand Thomas Schumacher décide de mettre la pédale douce niveau violence et d'engager Elton John pour composer la musique, Scribner voit rouge. Résultat, il est débarqué. Pour le remplacer, on nomme Rob Minkoff, surtout connu pour avoir réalisé les courts-métrages mettant en scène Roger Rabbit et Bébé Herman. L'un des scénaristes appelés en renfort pendant cette période chaotique n'est autre que Christopher Vogler, grand théoricien de l'écriture de scénario et auteur du livre de référence The Writer's Journey. C'est lui, semble-t-il, qui a fait remarquer à ses collègues que le film ressemble de plus en plus à une relecture de Hamlet, chose que personne ne semblait avoir remarqué jusque-là. Ça va faire un gros déclic chez Katzenberg, qui insiste à partir de là pour qu'on accentue la dimension tragique et shakespearienne du film. Ainsi, Scar, qui est à ce moment de la production le roi des babouins en guerre contre les lions, est complètement réinventé pour devenir l'oncle fratricide de Simba. Quitte à shakespeariser Scar, les scénaristes vont aussi puiser l'inspiration du côté d'autres personnages du répertoire du barde, comme Iago, le méchant de la pièce Othello, qui à force d'être déconsidéré, ourdit une sombre vengeance contre son capitaine, pour laquelle il va déployer des trésors de ruse qui vont tromper tout le monde. An elephant graveyard is no place for a young prince. Oops. An elephant what? Whoa. Oh dear, I've said too much. Et puis il y a bien sûr Richard III, pièce où le vilain est prêt à assassiner son frère et ses neveux afin d'accéder au trône. La scène de présentation de Scar où il se lamente sur son sort est un renvoi explicite au soliloque de la scène 1 de l'acte 1 de Richard III. Now is the winter of our discontent made glorious summer by this son of York, and all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Well, as far as brains go, I got the lion's share, but when it comes to brute strength, I'm afraid I'm at the shallow end of the gene pool. Malgré les changements à tout va, les animateurs continuent tout au long de la production de surnommer le film Bambi in Africa. La parenté avec le film préféré de Walt Disney s'explique non seulement par l'absence complète de personnages humains, mais aussi par la place accordée à la nature. Dans les deux cas, le film s'ouvre par la célébration de la naissance d'un prince appelé à régner. Nous suivons son parcours, d'abord enfant puis jeune adulte, parcours marqué notamment par la mort d'un de ses parents. Et le film se termine exactement là où il a commencé, une structure cyclique censée bien sûr faire écho à la ronde des saisons dans Bambi, et au fameux Circle of Life chanté dans l'ouverture du Roi Lion, et plus tard enseigné à Simba par son père. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. Il lui aura fallu un peu de temps, mais Jeffrey Katzenberg a fini par prendre conscience qu'avec le Roi Lion, il avait de l'or entre les mains. Il va donc s'investir à fond dans le film pour la dernière ligne droite. Il inonde notamment Elton John de mails qui s'en plaint ouvertement. Il le force à réécrire entièrement la mélodie de l'histoire de la vie et menace de couper Can You Feel the Love Tonight, ce qui déclenche une colère noire chez le chanteur. Ils trouveront un compromis en déplaçant la chanson à un autre moment du film. Dans le même genre, Katzenberg a voulu virer ce passage du film. Wow! If you
hungry for a hunk of fat and juicy meat? Eat my buddy Pumba here because he has a treat. Coming down a dine on a Stacy Swan. Everybody's laughing hysterically, and that's when Jeffrey said, guys, I don't think this is gonna work. I think it's gotta be staying alive. Malgré ces quelques erreurs de jugement, l'enthousiasme de Katzenberg devient très vite contagieux auprès des autres responsables de Walt Disney Pictures comme Peter Schneider. At one point, I came out of a story meeting and ran right into Frank Wells, and he asked me, "How are things going on The Lion King?" I said, "Great. We're making a movie about ourselves." Ce que Schneider veut dire par cette formule, c'est que le parcours de Simba dans le film fait écho à celui de Disney depuis la reprise en main par Eisner. Dans les deux cas, il est question d'une reconquête et du retour à une harmonie originelle. Et ce n'est probablement pas un hasard si le Rocher du Lion s'appelle en version originale Pride Rock. Katzenberg a vu juste. Quand le Roi Lion sort en salle le 24 juin 1994, il emporte tout sur son passage. Le record d'Aladin ne tient pas bien longtemps, et avec les recettes à l'international, le film frôle la barre du $1 milliard à une époque où cela relève de l'anomalie pure et simple. Pour Disney, 1994 s'annonce comme une année record. Au succès du Roi Lion viennent s'ajouter ceux de Pulp Fiction, produit par sa filiale Miramax, et de Super Noël. À la fin de l'année, Blanche-Neige, classique parmi les classiques, sort enfin en VHS et se vend à 10 millions d'exemplaires en une semaine. En une décennie, le groupe Disney aura donc, si on en croit les chiffres, remonté la pente d'une façon exemplaire. Pour célébrer son retour au sommet, il s'offre en 1995 le réseau de télévision ABC pour la modique somme de $19 milliards. 2 ans plus tard, le Roi Lion va être converti en comédie musicale pour répéter le hit de La Belle et la Bête. Pour l'occasion, Disney s'est offert son propre théâtre, le New Amsterdam, et l'a entièrement rénové. Pas moins de $20 millions de budget ont été investis dans la production. La réception de la presse spécialisée est dithyrambique, et c'est un énorme succès public qui obtient le prix de la meilleure comédie musicale aux Tony Awards, malgré la méfiance naturelle du monde de Broadway pour l'empire Disney. Bref, tout ça donnerait presque envie de chanter à tue-tête Hakuna Matata. Actually, Hakuna Matata in Swahili does mean no worries, and boy, judging from the success of The Lion King, it is safe to say that at this point, Disney Studios, which made the movie, has Hakuna Matata. Eh ben, figurez-vous que si, les soucis ne vont pas tarder à arriver. Tout ce que j'ai pu raconter là, c'est un peu la version conte de fées de la Disney Renaissance. Bien qu'il use un peu trop du storytelling à mon goût, le documentaire Waking Sleeping Beauty a l'honnêteté de montrer que les coulisses n'ont pas toujours été jolies. Mais pour les détails croquignolets, mieux vaut se tourner vers l'indispensable livre Le Royaume Enchanté de James B. Stewart, qui lui ne s'arrête pas au triomphe du Roi Lion, mais couvre toute la période où Michael Eisner était au pouvoir. L'une des choses que nous apprend le bouquin, c'est que les rapports entre le PDG de Disney et son bras droit Jeffrey Katzenberg étaient loin d'être au beau fixe. Les deux hommes avaient beau se répéter régulièrement l'un à l'autre qu'ils étaient partenaires pour la vie depuis leur premier fait d'armes en commun à la Paramount, Eisner a toujours tenu à ce qu'on sache que tous deux n'étaient pas du tout sur un pied d'égalité. Ainsi, il ne manquait pas une occasion de rabaisser en public son Golden Retriever en rappelant qu'il n'était pas allé à l'université et manquait quelque peu de raffinement. Ce genre de moquerie ne semblait pas déranger Katzenberg, tant que cela ne gênait pas la progression de sa carrière. Mais en 1988, il est un poil vénère de constater que son patron s'est récupéré une prime de $7 millions, et lui rien du tout malgré une liste de succès commerciaux qui ne cesse de s'allonger. Il finit par obtenir gain de cause après de longues négociations avec Eisner. Toujours à cette époque, il y a eu de grosses tensions entre les deux hommes autour de la production compliquée de Qui veut la peau de Roger Rabbit. S'opposant à la fureur du président face à son incapacité à contrôler la hausse continuelle du budget du film, Katzenberg lui avouait ne pas vouloir se substituer au jugement de Spielberg et Zemeckis, respectivement producteurs et réalisateurs du film, à qui il vouait un profond respect. « Je fais ce que je peux, si ça ne te plaît pas, alors je ne suis pas la bonne personne pour ce boulot. » Début 1991, Katzenberg pond un mémo, dont on parle d'ailleurs dans notre épisode consacré au duo Simpson-Bruckheimer, intitulé « Le monde change, quelques pensées sur notre industrie ». Le document a toutes les raisons d'énerver Eisner. Non seulement son nom n'y est jamais mentionné, mais il le considère en plus comme un plagiat pur et simple du mémo qu'il avait lui-même rédigé 10 ans plus tôt quand il était à la Paramount. Bien qu'il ait interdit que le texte sorte de Disney, la presse spécialisée en récupère très vite une copie, et le tout Hollywood commence à qualifier Katzenberg de génie. Katzenberg s'est toujours défendu d'être à l'origine de la fuite, mais bon. Oups. Ce même mois, Eisner et Frank Wells se demandent discrètement à la comptable de Disney de calculer le montant de la prime qui serait versée à Katzenberg dans le cas où il partirait ou était viré de la société. Nom de code, Projet Boule de Neige. De son côté, Katzenberg est très fâché d'apprendre en même temps que tout le monde la construction du nouveau bâtiment censé abriter le futur studio d'animation à Burbank.
In the moment, I was enraged by it because I felt, wow, what are these guys doing here? It was inappropriate. Tout au long de la production du Roi Lion, les relations entre les deux hommes n'ont cessé de se dégrader, en raison notamment des résultats assez pitoyables des films traditionnels distribués sous les bannières Disney Pictures, Touchstones et Hollywood. Tous les films vantés par Katzenberg dans son mémo, censés être visionnaires, se sont révélés être des flops. Les rares succès de cette année ont pour nom Sister Act, Rasta Rocket ou encore Les Petits Champions, un film qui a obtenu le feu vert tout simplement parce que le fils de Michael Eisner jouait au hockey. Le PDG en arrive à la conclusion que tout marcherait beaucoup mieux s'il était impliqué dans le processus créatif. Mais il s'avère tellement pénible pendant la production de la comédie musicale La Belle et la Bête que Katzenberg finit par ne plus écouter ses consignes, augmentant du coup la frustration de son patron. Et oui, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. En 1992, Eisner confie à son meilleur ami Michael Ovitz, tout puissant patron de la CAA, qu'il veut se débarrasser de Katzenberg parce qu'il ne le supporte plus. Pour le remplacer, Ovitz propose le nom de Joe Ross, un de ses clients. Directeur de la Fox, responsable du carton de Maman j'ai raté l'avion, Ross venait tout juste de quitter ses fonctions pour créer sa propre société de production, Caravan Pictures. Enfin stratège, Ovitz suggère de le recruter dans un premier temps comme producteur indépendant, avant de lui proposer le temps venu de prendre la place de Katzenberg en faisant passer ça pour une super promotion. Katzenberg est informé de la manœuvre, mais il y voit un signe plutôt positif. Et oui, pour lui cela signifie qu'il va bientôt monter en grade et remplacer le numéro 2 de Disney, Frank Wells. Bien qu'il forme aussi en apparence un tandem de rêve, Eisner a aussi à cette époque de sérieux griefs contre son directeur financier. Frank. Hi Michael. Il lui attribue personnellement le fiasco d'Euro Disney, qui a coûté la bagatelle de 4 milliards de dollars, 7 milliards actuels, alors qu'il avait été budgété à 1,3 milliard. Il faut dire que Frank Wells avait eu la mauvaise idée de baser ses prévisionnels sur les chiffres de Disney World, sans réaliser que la loi du travail et les coûts de fonctionnement ne sont pas tout à fait les mêmes en Europe. Résultat, le revenu d'exploitation de Disney accuse une perte sèche de 500 millions de dollars entre 1992 et 1993. Pas de prime cette année pour Eisner. Katzenberg pense donc que Wells va être très bientôt poussé vers la sortie par le conseil d'administration. Un mal pour un bien qui lui permettrait de se consacrer à la politique ou à sa grande passion, l'alpinisme. Le dimanche de Pâques 1994, l'hélicoptère qui ramenait Frank Wells d'un week-end au ski dans le Nevada, auquel participait aussi Clint Eastwood, s'écrase contre un flanc de montagne à 2000 mètres d'altitude. Avec lui, Disney ne perd pas seulement son numéro 2, mais aussi un vrai juge de paix. I always found Frank the peacemaker, you know, that he was like a marriage counselor. Frank was the peacemaker amongst all these tremendous egos. And when Frank died, there was no one to talk to. De fait, sans lui, les non-dits et les malentendus entre les têtes pensantes du groupe, Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg, mais aussi Roy E. Disney, vont brusquement s'exacerber. On peut d'ailleurs le constater sur cette vidéo prise lors d'une cérémonie d'hommage à Frank Wells. I would now like to introduce the man who thought up Frank and me for this job, Roy Disney. That was it. My speaker's off. This is a fantastic, wonderful, unbelievable human being. Okay? Convaincu que le poste de numéro 2 lui revient de droit, Katzenberg vient le réclamer devant Eisner le lendemain même de la mort de Wells. I'm gonna be king of Pride Rock. Oh, goody. Bien évidemment, il ignore que son patron veut sa peau depuis un bon moment et se verrait bien assurer lui-même toutes les tâches qui incombaient jusque-là à Wells. Face à sa demande, Eisner accuse une fin de non-recevoir. Il se contente d'informer Roy Disney des intentions de Katzenberg, sachant pertinemment le peu d'estime qu'il porte à ce dernier. Logiquement, le neveu de Walt insiste pour que Katzenberg ne puisse jamais accéder à la promotion tant désirée. Quand Peter Schneider déclarait au sujet du Roi Lion « We're making a movie about ourselves », il ne croyait pas si bien dire. Car à l'écran comme dans les coulisses, c'est une véritable guerre d'héritage qui se livre en cette fin de printemps 1994. Une guerre d'héritage autour de la succession de Frank Wells, mais aussi et surtout de celle de Walt Disney. Logiquement, Roy Disney est la personne toute désignée pour remplir ce rôle. Sa ressemblance physique avec son oncle est frappante. Il a fait toute sa carrière au sein de la société et s'est battu au début des années 80 pour qu'elle garde son identité. Il apparaît donc régulièrement dans des vidéos promotionnelles comme celle-ci. My name is Roy Disney, and it's my pleasure to introduce the home video debut of one of the greatest triumphs of my Uncle Walt's filmmaking career, Snow White and the Seven Dwarfs. Mais Michael Eisner se verrait bien prétendre lui aussi au trône. Beaucoup de gens ont rapporté qu'il adorait signaler la parenté sonore entre son nom de famille et celui de Walt.
Et surtout, quand il a souhaité remettre à l'antenne sur ABC l'émission Le Monde Merveilleux de Disney, animée pendant plus de 10 ans par Walt Disney, ce n'est pas Roy qui s'est retrouvé dans la peau du présentateur, mais Michael Eisner. Malgré des essais peu convaincants, Eisner n'a jamais voulu envisager d'autres candidatures, pas même celle du jeune Tom Hanks qui semblait pourtant parfaitement faire l'affaire. Au début des années 90, c'est au tour de Katzenberg de vouloir à tout prix se glisser dans les chaussettes de Walt. Avec le succès grandissant des productions animées, la tentation était grande pour lui de faire un parallèle avec l'âge d'or de Disney et de s'imaginer qu'il jouait exactement le même rôle que Walt à l'époque. Si ses employés mettaient volontiers le doigt sur ses défauts, et lui reconnaissaient en tout cas une immense faculté à déceler ce qui n'allait pas dans les projets qu'il supervisait. Toute proportion gardée, on reconnaît en cela une partie du génie qui caractérisait Walt Disney, qui avait un talent hors norme pour mener à bien chacun de ses films et les purger de leur scorie. Le Royaume Enchanté rapporte une anecdote très parlante à ce sujet. Un jour, Peter Schneider surprend Katzenberg en train de se servir allègrement dans les archives de Disney où sont stockés les précieux celluloïdes des films animés pour enrichir sa collection personnelle. En guise de défense, Katzenberg avance que Walt Disney faisait très exactement la même chose et qu'il est le Walt Disney d'aujourd'hui. L'incident est aussitôt rapporté à Eisner et Roy Disney qui exigent que Katzenberg rembourse la société pour ses emprunts. En cette année 1994, il était donc évident qu'il y avait un Walt Disney de trop dans la société. Et le plus facile à faire sauter était sans aucun doute le plus petit des trois, sans mauvais jeu de mots. Après l'échec de sa demande de promotion, il se console comme il peut et tente probablement de redorer son blason en s'engageant à fond dans la promotion du Roi Lion, ce qui va ironiquement causer sa perte. La propension de Katzenberg à se mettre systématiquement en avant était déjà une des raisons de l'animosité d'Eisner à son égard. Faisant fi de cela, Katzenberg enchaîne donc au printemps 94 les interviews où il est régulièrement flanqué d'un lionceau comme pour signifier que c'est bien lui le papa du Roi Lion. De nombreux articles lui sont consacrés dans la presse spécialisée et il y est présenté comme le possible successeur de Wells, ce qui agace considérablement Eisner, convaincu que Katzenberg a commandité les papiers dans l'espoir de lui forcer la main. Mais le pire reste encore à venir. We heard one day that Jeffrey was going to come in with a reporter from the Wall Street Journal. They were going to follow us around to show how the movie got made. And in that article, Jeffrey was proclaimed the guy who was saving Disney Animation. Les mots exacts du journaliste Richard Turner sont « Monsieur Katzenberg joue un rôle capital dans la formule de Disney. S'il n'est pas exactement la réincarnation de Walt Disney, il apporte son propre mélange de passion et d'obsession à la mission du groupe, créer des classiques animés Disney. » La nuance est là, mais elle va bien sûr complètement échapper à Eisner, dont le nom, facteur aggravant, n'est même pas mentionné dans l'article. Après ce nouvel épisode malheureux, Katzenberg est convaincu que ses jours à Disney sont désormais comptés. À l'avant-première du Roi Lion, il est à peine autorisé à parler devant les caméras, et quand quelques jours plus tard, Michael Eisner fait une attaque cardiaque en raison d'une accumulation de stress, qu'on imagine principalement causée par leur rivalité, personne à Disney ne prévient Katzenberg. Pendant qu'Eisner se remet doucement de son quadruple pontage coronarien, Katzenberg continue de s'occuper des affaires courantes de Disney. Il supervise la production de Pocahontas et tente de remettre sur les rails le projet Toy Story de Pixar, alors que beaucoup souhaiteraient arrêter les frais. Quand Michael Eisner revient, les tensions reprennent de plus belle. Peter Schneider et Thomas Schumacher commencent toute leur journée en se téléphonant au sujet de la dernière dispute entre papa et maman. Katzenberg interdit à ses subordonnés d'appeler Eisner et exige qu'on lui rapporte tout ce que l'autre leur dit. Même demande de la part d'Eisner auprès de Schneider qui se retrouve contre son gré dans un rôle d'agent double. Dans une lettre adressée à son avocat Irving Russell en date du 14 août 1994, Eisner écrit « Il s'agit d'un homme doté d'une ambition aveugle et pathologique et qui plus est sans jugement. Roy a raison, si on le laissait agir seul, il détruirait la société. » À la fin du mois d'août, le sort de Katzenberg est scellé, il doit démissionner de son poste pour laisser sa place à Joe Ross comme Michael Eisner l'avait envisagé 2 ans plus tôt. Yeah! You hear that? If you ever come back, we'll kill ya! Au pire du conflit avec Michael Eisner, Katzenberg s'était un jour emporté en déclarant « Je suis Michael Eisner, je suis meilleur que Michael Eisner il y a 10 ans, et je deviendrai Michael Eisner, et si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs. » Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas traîner à passer des mots aux actes. 12 jours seulement après son départ, il fait l'annonce tonitruante de la création d'un tout nouveau studio baptisé DreamWorks SKG, en partenariat avec 2 de ses meilleurs amis, David Geffen et Steven Spielberg. Il y aurait, je pense, de quoi faire un épisode entier de notre ciné-club sur la guerre acharnée qui a opposé les divisions animation de Disney et DreamWorks entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Avec en point d'orgue la saga Shrek, véritable doigt d'honneur adressé par Katzenberg à son ancien employeur. Mais on va faire plutôt un petit bond dans le temps jusqu'au début des années 2000, qu'on pourrait facilement baptiser les années Scar de Michael Eisner.
À ce moment-là, cela fait presque 20 ans que Michael Eisner règne à la tête de Disney. A priori, son bilan est extrêmement positif. Il a fait d'une entreprise en perdition le premier groupe de divertissement au monde, tout en conservant son identité profonde. Le nombre d'employés est passé de 28 000 en 1984 à 117 000 en 2004, le revenu d'exploitation de 100 millions de dollars à 4,5 milliards, le chiffre d'affaires de 1,7 milliard à 30 milliards, la valeur de l'entreprise de 2,8 milliards à 57 milliards, et l'action de 1,33 $ à quasiment 25 $. Et tant qu'à faire, le mec s'est bien goinfré au passage avec une fortune personnelle estimée à 630 millions de dollars net. Mais à côté de ça, on lui doit une série d'erreurs stratégiques assez hallucinantes. Euro Disney en 1992 fut clairement la première, même si la faute semblait essentiellement revenir à Frank Wells. Puis il y a eu en 2001 l'achat pour 5 milliards de dollars de la chaîne Fox Family, dont Disney ne sait absolument pas quoi faire. Enfin, il y a eu les sommes considérables versées à 2 anciens employés en litige avec la société. Le premier, c'est Michael Ovitz. Et oui, c'est lui qui a finalement succédé à Frank Wells en 1995, en lâchant au passage sa très lucrative agence, Creative Artist Agency, qui avait fait de lui l'homme le plus puissant d'Hollywood selon le Wall Street Journal. Comme on l'a vu plus tôt, Ovitz était aussi à l'époque le meilleur ami de Michael Eisner, qui l'a attiré chez Disney en lui vantant les mérites d'un partenariat d'égal à égal entre eux. La réalité a été tout autre, et Ovitz a été licencié moins d'1 an et demi après, avec à la clé un chèque de 140 millions de dollars. L'autre ex-salarié est bien évidemment Jeffrey Katzenberg, qui s'est empressé, une fois mis à la porte, de réclamer une prime de départ pour ses 10 ans de bons et loyaux services. Une prime qu'il estimait en 1994 à la modique somme de 60 millions de dollars. Mais Eisner a fait la sourde oreille, prétendant que le contrat de Katzenberg ne prévoyait rien dans ce sens. Après plusieurs tentatives de négociation par avocat interposé, l'affaire a fini devant la Cour supérieure de justice de Californie, avec un verdict final en 1999 en faveur de Katzenberg. Montant accordé aux plaignants, 280 millions de dollars. Et oui, 4 fois et demi ce qu'ils réclamaient au départ. Malgré ces couacs en pagaille, qui auraient coûté leur place à plus d'un PDG, Eisner se récolte tranquille et mille une prime de 5 millions de dollars en 2002. C'est cette année-là que les choses commencent enfin à se gâter pour lui. Au cours de l'été, Roy E. Disney et son pote Stanley Gold commencent à sérieusement s'inquiéter pour l'avenir du groupe. Ils constatent que tous les indicateurs financiers sont en sérieux retrait. Eisner a beau y voir le contre-coup du 11 septembre et annoncer une croissance de revenus annuels de 20% par an, il n'y croit pas. En réalité, les performances financières ne cessent de baisser depuis 7 ans, et aucune division du groupe Disney n'illustre mieux cette perte de valeur que le département animation, chapeauté par Roy Disney. Aucun des films d'animation qui ont succédé au Roi Lion, à raison d'un par an, n'ont obtenu ne serait-ce que la moitié de son succès, mais les chiffres restent globalement plutôt solides. Le problème vient essentiellement des coûts de production et de promotion qui ont explosé. La Disney Renaissance a en effet donné des idées aux autres studios qui se sont tous lancés dans ce marché a priori juteux. La Fox avec Anastasia, la Warner avec Excalibur, l'épée magique et le géant de fer dont nous avons déjà parlé, et bien sûr DreamWorks qui tape à la fois dans l'animation 2D, mais aussi dans la 3D. Jeffrey Katzenberg n'hésite d'ailleurs pas à draguer ouvertement les stars du département, le duo Musker-Clemens, Glen Keane et Andreas Deja. Pour éviter que les animateurs ne répondent aux sirènes de la concurrence, Disney revalorise considérablement leurs salaires et dépense des sommes considérables en marketing pour faire de chaque film un véritable événement. Là où le Roi Lion avait coûté 74 millions de dollars tout frais confondus, Hercule, 3 ans plus tard, fait monter l'addition à 179 millions. Difficile d'être rentable dans ces conditions. Mais les choses se gâtent vraiment au début des années 2000. Le département enchaîne alors les performances décevantes. Sous ses airs de comédie loufoque sans prétention, Cusco, l'empereur mégalo, est un véritable cauchemar de production. Les Dream Project de Roy Disney et du duo Clement Muskers sont quant à eux des échecs sans appel. Il n'y a bien que Lilo et Stitch pour redonner un peu de baume au cœur aux animateurs. Mais pour peu de temps, puisque Michael Eisner ordonne en 2003 la fermeture du studio de Floride où il a été intégralement réalisé, ainsi que celle de Walt Disney Animation France, basée à Montreuil. Convaincu que le public n'en a plus rien à secouer de l'animation traditionnelle, il choisit de tout miser désormais sur la 3D, ce qui donnera en 2005 Chicken Little, sans doute le pire Disney de l'histoire. Pour Roy Disney et Stanley Gold, s'il y a un fautif, c'est Eisner et personne d'autre. Selon eux, il est non seulement à l'origine de dépenses incontrôlées, mais aussi de terribles manques à gagner. Au carrefour des années 90 et 2000, il a refusé un certain nombre de projets qui ont depuis fait la fortune de la concurrence. La série télé Les Experts, le jeu de télé-réalité Survivor, et une petite trilogie d'heroic fantasy appelée Le Seigneur des Anneaux.
À côté de ça, le mec ne jurait que par Pearl Harbor, qu'il voyait à quelques jours de sa sortie comme le futur plus grand succès de l'histoire du cinéma. Bref, Eisner semble avoir définitivement perdu l'instinct créatif dont tout le monde vantait les mérites 20 ans plus tôt. En 2002, Disney et Gold lui rappellent alors une promesse qu'il leur avait faite à son arrivée chez Disney. Celle de démissionner s'il venait à perdre la confiance de ses associés. Mais Eisner prétend n'avoir jamais tenu de telles paroles et leur fait savoir qu'il compte bien respecter la date de son contrat qui court jusqu'en 2006. Entre les deux parties, la guerre est donc ouvertement déclarée. Comme à la grande époque où Katzenberg était sur la sellette, toutes les méthodes sont bonnes pour marquer des points contre l'adversaire. Eisner demande ainsi à Thomas Schumacher, le successeur de Peter Schneider au poste de vice-président de l'animation, de lui rapporter tous les faits et gestes de son supérieur direct, Roy Disney. Après quoi, il leur donne carrément de l'exclure des réunions du département, puis de changer les serrures de son bureau pour lui en interdire l'accès. I am the king! Yes, sire, you are the king! Quelque peu dépité, Schumacher devient alors un agent double au service de l'ennemi, avant de se faire remercier par Eisner début 2003 pour être remplacé par un gars sûr. 2003 est véritablement l'année du tournant chez Disney. En apparence, tout semble aller pour le mieux. Avec 3 milliards de dollars de revenus, le secteur cinéma relève largement le niveau lamentable de 2002. Mais on notera toutefois que les 2 méga cartons de Disney de l'année étaient des projets auxquels Eisner ne croyait pas. Jetez donc un œil à ce mail envoyé au conseil d'administration après avoir découvert une première version de Nemo. Le film est correct, mais vraiment très en dessous de leur production précédente. Bien évidemment, à Pixar, ils pensent qu'il est génial, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas, et ils vont très vite retomber sur Terre. Alors, nous on est plutôt d'accord avec Pixar. La preuve, c'est qu'on en a fait un épisode. La guerre avec Roy Disney et Stanley Gold se poursuit de plus belle. Eisner propose de les dégager purement et simplement du conseil d'administration, oubliant légèrement l'immense respect que le neveu de Walt inspirait à la fois auprès des salariés du groupe et chez le grand public qui y voit le visage et l'âme de Disney. Fin novembre 2003, ces deux adversaires le devancent en démissionnant de leur plein gré et en lançant dans la foulée la campagne en ligne SaveDisney.com pour alerter les actionnaires sur l'état du groupe. Les principaux animateurs publient dans la foulée une lettre où ils affirment clairement leur soutien à Roy Disney et dénoncent la politique d'Eisner. Sans Roy, qui protégera l'héritage de Walt Disney vieux de 70 ans et l'empêchera de devenir une simple marque fantôme, conclut-il. La lettre est signée par 4500 salariés ou anciens salariés du département animation. Fin janvier 2004, Steve Jobs, le patron d'Apple mais aussi de Pixar, annonce qu'il annule les négociations en cours depuis 10 mois avec Disney pour faire de la compagnie à la lampe un studio indépendant. Il confie à Roy que Disney reste à ses yeux le partenaire logique de Pixar, mais qu'il ne passera pas d'accord tant qu'Eisner en sera le PDG. En attendant, Eisner crée la société Circle 7 Animation pour réaliser Toy Story 3 en lieu et place de Pixar, puisque Disney possède l'exclusivité des droits pour les suites de leurs films. En février de la même année, Comcast Corporation lance une offre publique d'achat sur Disney. Le câble opérateur est prêt à allonger pas moins de 54 milliards de dollars pour récupérer les actions Disney et 12 milliards de dollars pour racheter la dette du groupe. Cette fusion présente a priori tous les avantages, dont celui d'offrir à Eisner une porte de sortie honorable. Il rejette cependant l'offre à l'instant même où on lui fait la proposition, et ne prend même pas la peine d'en avertir le conseil d'administration, signe évident d'une mégalomanie galopante. I am the king, I can do whatever I want. En mars, les principaux actionnaires de Disney sont appelés à voter pour la réélection de Eisner au poste de président du conseil d'administration. 43% d'entre eux s'y opposent. Alors ce n'est pas une majorité, mais une telle sanction relève pour ainsi dire du jamais vu. C'est une humiliation claire pour Eisner. Dans les mois qui suivent, il accepte de renoncer au poste au profit d'un fidèle allié qu'il pourra facilement manipuler, le sénateur George Mitchell, mais il entend bien rester PDG jusqu'au terme de son mandat. Disney et Gold poursuivent donc leur campagne Save Disney, et de guerre lasse, Eisner décide d'avancer son départ d'1 an. En mars 2005, le conseil d'administration approuve la nomination de celui qu'il a choisi après avoir longtemps hésité comme son successeur, Bob Iger. Eisner se voit formellement interdire de revenir siéger au conseil d'administration, genre à tout jamais, et il quitte définitivement ses fonctions à Disney le 1er octobre 2005, soit 11 ans jour pour jour après son meilleur ennemi, Jeffrey Katzenberg. Run. Run away, Scar. And never return. Quand on lit Le Royaume Enchanté de James B. Stewart, le qualificatif qui semble correspondre le mieux à Michael Eisner, c'est définitivement shakespearien. En effet, il réunit deux grandes figures récurrentes chez le barde. Le manipulateur prêt à toutes les perfidies et les trahisons pour arriver à ses fins, et le monarque qui se croit tout-puissant, infaillible, légitime ou immortel, qui va payer cher son aveuglement. Je vous ai dit plus tôt que le personnage de Scar avait été justement bâti sur ces mêmes modèles.
On ne s'étonnera donc pas de remarquer des ressemblances frappantes entre Michael Eisner et le grand vilain du Roi Lion, notamment dans les derniers temps de leur règne respectif. Tous deux ont transformé un royaume jadis florissant en une terre gaste. We're gonna fight your uncle for this? Un neveu un peu trop sous-estimé vient leur demander de se retirer pour le bien commun. Leur refus obstiné déclenche alors une guerre qui va les mener à leur perte. Et le coup de grâce est donné par ceux qu'ils pensaient être le plus à leur botte. No, I didn't mean... No, no, I didn't... Oh, no, Et histoire de pousser mon analogie dans ses ultimes retranchements, je vous ferai noter que les circonstances du départ de Michael Eisner de Disney, un sentiment de stagnation générale, un secteur animation à l'agonie, une menace d'OPA hostile, la mutinerie de Roy Disney pour protéger la marque sacrée, sont très exactement les mêmes que celles de son arrivée en 1984. Bref, l'illustration parfaite du Circle of Life au cœur du Roi Lion. Je vais donc moi-même aussi me répéter en rappelant une dernière fois la fameuse expression de Peter Schneider. We're making a movie about ourselves. Eh ben ouais mec, au point carrément d'annoncer des événements qui auront lieu 10 ans plus tard. Depuis 2005, c'est donc Bob Iger, l'ancien président directeur exécutif et l'héritier présomptif de Michael Eisner qui dirige le groupe. Sitôt son ancien patron parti, il va s'empresser de rétablir les pourparlers avec Pixar, ce qui va aboutir au rachat de la compagnie à la lampe début 2006. Le studio Circle 7 Animation, créé par Eisner pour faire un Toy Story 3 sans Pixar, est fermé et une partie de ses employés sont licenciés. Alors que l'ancien PDG voulait complètement tourner le dos à l'animation traditionnelle, John Lasseter, le nouveau directeur créatif de Walt Disney Future Animation, annonce la mise en chantier de La Princesse et la Grenouille, un film dans le plus pur style des années 90. Le 16 décembre 2009, 5 jours après la sortie du film, Roy E. Disney s'est éteint des suites d'un cancer de l'estomac. Celui qui s'est battu comme un lion pour détrôner Michael Eisner est très probablement parti avec le sentiment que le groupe qui porte son nom est désormais entre de bonnes mains. En effet, difficile de nier que la dernière décennie a été couronnée de succès pour le département connu depuis 2007 sous le nom de Walt Disney Animation Studio, au point que l'on pourrait parler de nouvel âge d'or, même si depuis La Princesse et la Grenouille, le modeste Winnie l'ourson reste la seule et unique tentative de renouer avec l'animation 2D. Sous la présidence de Bob Iger, le groupe Disney n'a cessé de croître au point de prendre aujourd'hui des allures de monstre de l'entertainment. Sa stratégie d'acquisition s'est doublée d'une politique d'exploitation de son propre catalogue qui culmine en cette année 2019 avec pas moins de 3 remakes live et l'arrivée à l'automne de la méga plateforme de streaming Disney+. Dans tous les cas, le public semble en redemander et les rares échecs récents semblent avoir été anticipés, voire même programmés par le studio. Les gros problèmes de production des films Star Wars, la réception clivante des derniers Jedi, l'affaire John Lasseter, la ridicule valse hésitation autour de James Gunn, rien de tout ça ne semble avoir arrêté la machine Disney. Pourtant, récemment, une petite voix s'est fait entendre pour critiquer le PDG de Disney et son choix de garder rien que pour lui sa prime annuelle de 66 millions de dollars, alors qu'il avait la possibilité de la redistribuer aux milliers de salariés du groupe. Il s'agit d'Abigail Disney, la fille de Roy E. Disney et donc la petite nièce de Walt. Alors certes, on est bien loin de l'engagement de son père contre Michael Eisner 15 ans plus tôt, mais cette prise de parole n'en garde pas moins une forte valeur symbolique et a dû grandement déplaire au principal intéressé, alors que la question de son propre héritage commence doucement à se profiler. Tant qu'à évoquer à nouveau Roy Jr., je lui laisserai bien le mot de la fin. En 2003, dans sa lettre de démission, il arguait que Disney, sous la direction de Michael Eisner, avait perdu son objectif, son énergie créative et son héritage pour se transformer en une compagnie rapace, sans âme et en quête d'argent facile. Franchement, vous ne trouvez pas que ça définit plutôt pas mal le Disney actuel? Après, comme le Roi Lion nous l'a appris, la nature est à la fois changeante et immuable. Les PDG, comme les souverains, ont beau se succéder et remodeler leur royaume selon leurs propres prérogatives, ils ne sont que bien peu de choses face au grand cycle de la vie. À partir de là, qui pourrait dire ce que celui-ci nous réserve à l'avenir? Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, vous le savez sûrement, mais comme Disney, le ciné-club de Monsieur Bobine est absolument partout. Sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et même Instagram. Et de leur côté, Jero et Nobody Smith préparent aussi une vidéo sur le Roi Lion, dont le sujet sera cette fois bien le film en lui-même. Évidemment, on vous la partagera quand elle sera disponible. A bientôt!